Nous sommes bien pire que ça, de Guillaume Audru, aux éditions du Caïman. Gabriel Fleurus, 24 juin 1955. Ce n'est plus une route. Juste un chemin de caillasse qui réveille mes dorsales. La banquette arrière de la Peugeot 203 bleu pétrole ne me ménage pas. Passé d'un bitume incertain à la terre, le conducteur n'a pas ralenti l'allure, comme s'il était pressé d'achever ce voyage harassant. De temps à autre, je cherche son regard profond dans le rétroviseur. Il n'a que 2 prunelles noires pour réponse. Pas un mot, pas un sourire. Rien qui pourrait inciter à une éventuelle discussion. Alors, je me rencogne à l'arrière de la berline et scrute le paysage. Cette immensité ocre clair, du sable, des pierres, quelques rares lauriers et des cyprès épars. Et le vent qui vient travailler, malaxer le tout, lui donner une dimension unique et éphémère. Je découvre de nouveaux horizons, des étendues illimitées. Mû par une curiosité insatiable, je colle mon nez à la fenêtre crasseuse. L'Algérie, c'est la grande inconnue pour moi. Mon père m'en a parlé un peu, quand il était encore de ce monde. Mais j'ai bien vu qu'à chaque fois le sujet le chagrinait, le troublait, et le plongeait dans un mutisme dont il ressortait avec peine. Je me retourne vers la lunette arrière, réprime une grimace de douleur que m'inspire mon corps fatigué, essaye de distinguer quelque chose au-delà du mur de poussière. Dans ma main, la poignée d'une sacoche posée sur mes genoux. Entre les pans de cuir, le carnet où mon père a consigné chaque jour de guerre. Au coin de mes lèvres, un mégot éteint. Je regarde ma montre. Voilà plus de 4 heures que nous sommes partis, que nous avons quitté Alger, après une longue attente au port. Vérification des papiers, justification du déplacement. Les militaires ne laissent rien passer. S'ils ont l'occasion de faire un peu de zèle au lieu d'aller crapahuter dans le Djebel, ils ne s'en privent pas. Je suis arrivé par le premier bateau en provenance de Marseille. La Kabylie, comme tout le reste de la colonie, est tendue depuis l'insurrection de la Toussaint. Des métropolitains, mais aussi quelques autochtones ont été violemment pris pour cible. Des dizaines, voire des centaines de morts à travers tout le pays. Le décompte reste approximatif. Après plusieurs contrôles routiers où mes papiers ont été dûment vérifiés, nous avons fait une pause dans un village dont je n'ai pas retenu le nom, juste pour déjeuner. 1000 saveurs se sont télescopées dans ma bouche. Un repas sans dialogue. 2 hommes, face à face. Mon chauffeur a gardé les mains bien serrées sur ses couverts. Un duel silencieux à l'issue duquel il n'y avait rien à gagner. La chaleur, la sécheresse ont laminé et asséché ma gorge. Songeur, je porte une main à ma joue puis à mon front perlé de sueur. J'ai retiré mon chapeau, un modèle crème avec un ruban bleu, protection dérisoire contre la température élevée. Une question me taraude, me dévore l'esprit. C'est encore loin. Dans le rétroviseur, toujours ces 2 billes sombres, dures. Malgré moi, je resserre la pression sur la poignée de ma valisette. À la lecture falsifiée des derniers événements, je sais que je ne suis pas le bienvenu sur cette terre d'Afrique. De son temps, mon père ne l'a jamais été. L'occupant français, quel qu'il soit, est désormais invité à rentrer chez lui. Je laisse passer quelques instants, puis avance une fesse, pose une main sur l'épaule de mon chauffeur. « Vous ne pouvez pas me dire où on en est ?» Le pilote hausse les épaules, débraye dans une courbe, remet un coup d'accélérateur. Contrarié par son silence méprisant, je reprends ma position initiale contre la banquette, essayant de masquer mon agacement, tentant de trouver un semblant de réconfort dans la contemplation du paysage qui défile. Mes tentatives pour amorcer un début de conversation sont restées vaines. Sur ma peau, je sens la prunelle agressive du conducteur, comme s'il y avait déposé son empreinte. Quelques secondes de défi inutile, puis je desserre un peu le nœud de ma cravate rouge, chasse une poussière invisible sur mon costume de lin clair et reporte mon attention sur le panorama qui s'étend à perte de vue. Des collines rocheuses, des vallons balayés par un vent qui semble omniprésent. Je porte une main à ma bouche, toujours surpris par l'absence de ma moustache, non pas parce que ce n'est plus à la mode, mais car elle représente une époque révolue. Je l'ai rasée juste après la fin de la guerre d'Indochine. Le rythme languissant de l'automobile, le silence du chauffeur, la chaleur de l'habitacle et le décor itératif me plongent dans un état semi-comateux. Je ferme les yeux quelques instants, les rouvre sans avoir le sentiment d'avoir avancé. J'ai envie d'une cigarette. Là, maintenant. Me détendre un peu, oublier les recommandations de mon médecin, mais l'autre, accroché au volant de la 203, pourrait s'en offusquer. Dans la poche intérieure de mon veston, moi qui suis devenu un fumeur occasionnel, je palpe le paquet de blonde puis me ravise. Tant que je ne suis pas arrivé à destination, autant ne pas créer de conflit, même pour une cibiche. Je n'ai plus le temps de me quereller. J'ai de l'énergie à dépenser ailleurs.
Depuis que je suis partie du domicile familial, j'ai eu le temps de réfléchir à ma condition. Avant la Grande Guerre, mon père, soucieux du devenir de sa famille, a acheté quelques arpents de vignes dans le Gers, des cuves, des alambics. Producteur d'Armagnac pour faire fructifier un avenir qu'il n'est plus en mesure de connaître. Je me suis construit sur ses recommandations avant de reprendre l'exploitation familiale il y a quelques années. Ce voyage, je l'entreprends en sa mémoire. Évacuant ces pensées enfouies depuis trop longtemps, je me concentre sur cet horizon inatteignable, au-delà du pare-brise nimbé de pellicules poussiéreuses. Apparaissent les premiers contours d'une ville, d'un village peut-être. Il m'est impossible d'être plus précis tant ma vision est perturbée par les scories cendreuses. Je distingue un minaret, seule construction en hauteur à des kilomètres à la ronde. À la faveur des courbes de la route, la mer se laisse parfois deviner. Il faut encore avaler plusieurs kilomètres pour que ma vue se fasse plus précise. C'est désormais un ruban de bitume qui va nous mener jusqu'à destination. Je discerne des habitations resserrées les unes contre les autres, d'autres constructions plus imposantes, quelques usines. Bougie, la perle kabyle. La voiture ralentit, le chauffeur se retourne, un doigt accusateur pour marquer ses propos. « Je te dépose à l'hôpital, tu me payes. C'est là où tu m'as dit que tu voulais aller. Pas ailleurs, pas plus loin, ça s'arrête ici. Tu te débrouilles pour rentrer à Alger, moi je traîne pas. » La voix gutturale de mon pilote m'a tiré de la torpeur dans laquelle je sombrais. Mon organisme, guère habitué à pareille chaleur, doit à nouveau s'adapter. Ma gorge n'est plus qu'un puits de sécheresse. La berline traverse des quartiers aux constructions encore récentes. Certaines portent les stigmates des derniers échanges de coups de feu. Plus loin, encore des contrôles routiers. Des miliciens, des soutiens du FLN. À force, je ne sais plus qui contrôle qui, que ce soit l'armée française qui tienne à faire appliquer l'état d'urgence ou la résistance algérienne. La façon de procéder est la même. On demande les papiers, on fait ouvrir les coffres. Sur la banquette arrière, je ne bouge pas, me contentant de rester le plus discret possible et de ne pas soutenir les regards habités des miliciens. Je sais ce qu'il en coûte de tenter la moindre rébellion. La conduite à tenir, j'y ai réfléchi. Répondre poliment sans être obséquieux, garder les mains bien à plat sur les cuisses, donner satisfaction à la moindre demande. Je ne tiens pas à me faire dessouder ici, dans cette rue passante où l'on essaye de vivre sans se laisser dominer par la gravité des événements. Mon voyage est loin d'être achevé. Le chauffeur encaisse sa monnaie et me laisse au pied de l'hôpital militaire qui domine la colline sur la Méditerranée. Il s'agit d'une bâtisse imposante, aux murs blanchis à la chaux, aux portes et aux volets d'un bleu qui rappelle le ciel éclatant. Cette chaleur, toujours. Au contact de l'air libre, je ressens une vive douleur s'insinuer au niveau de mon crâne. Une souffrance récurrente, tenace, qui semble ne jamais capituler. Parfois, elle m'accorde un répit de quelques heures. Là-haut, le soleil a renoncé à se rendre et continue de marteler cette terre sèche à peine apaisée par une discrète brise marine. Derrière mes lunettes de soleil, je défie l'astre quelques instants puis me dirige vers l'entrée de l'hôpital. Mon cœur, pourtant lassé de tous ces soubresauts, imprime un tempo rapide mais régulier. Je porte une main à mon plexus et accélère la cadence. J'esquive de marchands ambulants avant de rentrer dans le bâtiment. Des couloirs tendus de blanc et de gris, des vitres au verre dépoli imbibées de crasse. Dans les couloirs, 3 semaines après les émeutes, la Camarde rôde encore. Complètement paumé, je demande plusieurs fois mon chemin avant d'emprunter un escalier aux marches grinçantes. On me répond ou on m'ignore. Au pied de celui-ci, on mendie. On entre dans cet hôpital comme dans un moulin. Le personnel est manquant pour vérifier les accès. Confiant, je gravis les degrés de l'escalier en me hâtant. Mon corps n'hésite pas à me rappeler à l'ordre. À l'étage, je sollicite à nouveau le personnel débordé et qui n'a que faire d'un homme en costume de lin et chapeau clair. Une infirmière, après avoir vérifié mon identité, me conduit vers une chambre située au bout d'un corridor. J'ai lu son nom agrafé sur sa blouse, mais je sais que d'ici quelques minutes, je l'aurai oublié. Je pousse la porte restée entr'ouverte pour faire entrer un ersatz d'air frais. Il y a 2 lits. Le premier, dépourvu de drap, est inoccupé. Sur le second, un homme tourne lentement son visage vers moi. Je plisse les yeux pour apercevoir celui que je suis venu voir. Celui qui m'a adressé une lettre il y a 2 semaines. Une ultime supplique avant d'être emporté par une mort prochaine. Un parfait inconnu. À pas compter, dans la pénombre, je m'avance vers le lit. Les rideaux sont tirés sur les fenêtres. Mes yeux prennent le temps de s'habituer à l'absence de lumière. Une clarté juste assurée par une lucarne au verre poli. Du lit, je touche le châssis en métal, on apprécie le contact froid. Une chaise en bois a été installée au fond de la chambre. Je retire ma veste, remonte les manches de ma chemise, m'essuie le front avec un mouchoir propre avant de poser mes fesses sur le siège, laissant ma serviette en cuir appuyée contre un mur. À l'intérieur, des feuillets que je sortirai si l'occasion se présente.
Je me recueille quelques instants avant de porter enfin mon regard sur les murs de plâtre brut, puis vers le visage du blessé. Dans la poche de mon costume, une lettre, celle que j'ai reçue il y a presque un mois. À force de la lire, je l'ai méchamment froissée. À force de la relire, j'en connais chaque mot par cœur. Mon cher camarade, je vais me permettre de te tutoyer. Mon nom ne te dira probablement rien, mais j'ai bien connu ton père. Dans les limbes de l'histoire, Simon et moi avons fait connaissance en des circonstances troubles. Peut-être t'es-tu interrogé sur l'origine de ce courrier. C'est vrai. Après toutes ces années passées loin de ton père, pourquoi serais-tu le destinataire de ma missive? J'ai appris son décès par une connaissance il y a peu. Et je profite de cette lettre pour t'adresser mes plus profondes condoléances, si ce n'est pas trop tard. Cher camarade, je t'écris d'une chambre de l'hôpital de Bougie. Ma jambe droite et ma main n'ont pas supporté le soulèvement du peuple algérien. Je t'y attends, et espère que ton oreille sera bonne. Ton dévoué, colonel Julien Gardanne. J'ai retourné l'enveloppe 20 fois, cherchant à comprendre la réminiscence de ce souvenir enfoui derrière une porte de ma mémoire. Des bribes de conversation avec mon père qui, pourtant, n'aimait pas s'étendre sur le sujet. Le nom de Julien Gardanne m'est alors revenu comme une claque, sans avertissement. Une taloche aussi violente que celle que je recevais quand ma mère avait un peu trop bu. Je me suis affairé patiemment. Une valise qui n'avait pas servi depuis longtemps, quelques vêtements de rechange, des papiers, un taxi de Nogaro à Toulouse, au petit matin un train de la Ville Rose à Marseille, le port de la cité phocéenne comme un ultime adieu. Un périple sur cette terre brûlée, un voyage pour comprendre qui je suis.